Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, dès le début du 19e siècle, les scientifiques ont étudié les propriétés des gaz, des fluides, et ont très rapidement mis au point des méthodes de refroidissement. Alors, la méthode de refroidissement typique, c'est celle qui est utilisée dans les surgélateurs et les réfrigérateurs. On a un circuit fermé, avec un fluide adapté, avec dans une partie du circuit une pompe ou un compresseur qui va comprimer un gaz. Dans l'autre partie, on va avoir un gaz comprimé ou un liquide. Et ici, on a un échangeur de chaleur. Alors, pourquoi ? Parce que lorsque l'on comprime le gaz, celui-ci s'échauffe. C'est quelque chose qu'on peut constater avec une simple pompe à vélo. Vous bouchez une extrémité de la pompe, vous tirez sur le manche, vous bouchez l'extrémité de la pompe, vous appuyez sur le manche et vous sentez alors au contact du pouce que l'air est très chaud. Ce gaz chaud ou ce liquide chaud arrive dans l'échangeur et va dissiper la chaleur dans ce qu'on appelle la source chaude, par exemple l'air ambiant. Dans un réfrigérateur, c'est la grille qui est à l'arrière du réfrigérateur et qui sert de radiateur. Puis ce fluide comprimé arrive dans un détendeur qui va simplement permettre au fluide de passer à une plus basse pression. Il se redevient un gaz à basse pression et dans cette zone, en se détendant, à l'inverse, il se refroidit. Comme il est après l'échange de chaleur, il a repris la température de l'air ambiant, dans la détente, il atteint une plus basse température. Il est alors en contact avec la source froide, l'intérieur du réfrigérateur, et il va ici émettre de la chaleur, et ici absorber la chaleur à l'intérieur du réfrigérateur, permettant ainsi de refroidir encore plus l'intérieur du réfrigérateur. Et le fluide est ainsi en circuit fermé. Les réfrigérateurs du commerce ont un rendement qui n'est pas terrible, relativement médiocre. Les surgélateurs ont un meilleur rendement et dans l'industrie ou en laboratoire, on peut atteindre de bien meilleurs rendements avec des dispositifs soignés d'échange de chaleur et de compression détente. Le gaz utilisé à température ambiante doit être un gaz qui convient bien, c'est-à-dire qui permet cette transformation, des transformations thermodynamiques dans le cycle frigo, et il faut qu'il ait une bonne capacité calorifique pour échanger beaucoup de chaleur pour les variations de température considérées. Le gaz idéal qui a longtemps été utilisé sont les fréons, qui sont des chlorofluorocarbones qui, malheureusement, on le sait, ont détruit la couche d'ozone. Et ces gaz semblaient idéaux, ils convenaient parfaitement à leur usage, et ils étaient pratiquement inertes et presque indestructibles. Et donc, ils étaient aussi non toxiques, ce qui en faisait non inflammables, vraiment toutes les qualités. Oui, sauf que le fait que ces molécules soient presque indestructibles a été aussi le problème, qu'on n'a pas compris au début, bien entendu. Ce gaz a fini par se retrouver dans la stratosphère, en très haute altitude, et là, les molécules finissaient quand même par être détruites par le rayonnement ultraviolet dur, les UVC, venant du soleil. Et les molécules ainsi brisées se liaient à l'ozone et le détruisaient. On a donc interdit l'usage des chlorofluorocarbones, donc des fréons, et il a fallu trouver d'autres gaz pour les frigos, un peu moins efficaces, mais pour des réfrigérateurs, cela suffit largement. On utilise des gaz tels que du propane ou même de l'air. Ensuite, on peut, avec un système de refroidissement de bonne qualité, utiliser plusieurs étages. C'est-à-dire que la source froide ici va devenir la source chaude d'un autre étage
qui permet d'atteindre une température encore plus basse, avec un gaz adapté à la gamme de température considérée, et ainsi de suite. Donc, très rapidement, dans la première moitié du 19e siècle, on a mis au point des systèmes de refroidissement très efficaces. Cela a permis, en 1870, d'arriver à liquéfier l'oxygène. L'oxygène devient liquide à la température de 90,2 Kelvin. Alors, rappelons que en température absolue, la température de 0 degré Celsius, donc la glace, est de 273 Kelvin, et le zéro absolu à 0 Kelvin, c'est-à-dire moins 273 degrés Celsius. Donc, 90,2 Kelvin, c'est environ moins 160, moins 180 degrés Celsius. En 1875, les physiciens purent liquéfier l'azote. L'azote se liquéfie à une température un peu plus basse, à 77,3 Kelvin. Donc moins 200 degrés, grosso modo. Et en 1880, environ, ils liquéfièrent l'hydrogène, qui lui se liquéfie à beaucoup plus basse température, à 20,4 Kelvin. Et enfin, au tournant du XXe siècle, on liquéfia l'hélium, essentiellement de l'hélium 4, à une température de 4,2 Kelvin. Avec la liquéfaction des gaz, c'est la plus basse température qu'on ne pouvait obtenir. L'hélium se liquéfiant à la plus basse des températures. En fait, un peu plus bas pour l'hélium 3, mais à l'époque, ils ne savaient pas séparer l'hélium 4 de l'hélium 3. En 1908, Kamerlingh Onnes utilisa le pompage, c'est-à-dire qu'il partit d'hélium liquide à 1,5 Kelvin et il pompa fortement l'hélium gazeux qui était au-dessus du liquide. Ce phénomène diminue ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante et baisse la température du liquide. C'est comme si on évacuait les molécules les plus rapides pour ne laisser que les plus lentes. Les atomes les plus rapides pour ne laisser que les atomes les plus lents. Et il obtint ainsi une température en 1908 de 1,5 Kelvin, ce qui était déjà très bas. Actuellement, avec des pompages très intenses, avec l'hélium 4, on atteint 0,8 Kelvin, et avec l'hélium 3, on atteint 0,3 Kelvin. Ce fut longtemps considéré comme une limite. Donc, par les méthodes de liquéfaction et de pompage, il est pratiquement impossible de descendre en dessous de 0,3 Kelvin. Mais en 1965, on découvrit le principe, on fabriqua le premier réfrigérateur à dilution, donc avec mélange d'hélium 3 et d'hélium 4, un système que nous avons vu. Il permit d'atteindre, ainsi en 1965, 60 millikelvin, donc 60 millièmes de Kelvin. Actuellement, avec cette méthode, on atteint typiquement 2 millikelvin. Puis, Giuk et Dougal mirent au point la désaimantation adiabatique électronique que nous avons vue, et en 1933 obtinrent 0,2 Kelvin. Et en 1956, on a réussi à atteindre 1 millikelvin. Par cette méthode, c'est la limite. Enfin, Simon et Curti, en 1956, utilisèrent la désaimantation adiabatique nucléaire pour atteindre 20 microkelvin, 20 millionièmes de Kelvin. Maintenant, on arrive à atteindre des températures de noyau de l'ordre de 20 nanokelvin, 20 milliardièmes de Kelvin, pour une température du réseau de l'ordre de 13 microkelvin. Le tout avec du cuivre, comme nous l'avons vu. Ce cuivre à 13 microkelvin a été utilisé pour refroidir de l'hélium, et notamment de l'hélium 3, jusqu'à une température de 125 microkelvin. Le fait d'atteindre des températures aussi basses permit toute une série de découvertes.
on découvrit la supraconductivité très tôt, dès qu'on réussit à liquéfier l'hélium, on put refroidir des métaux et on découvrit que certains devenaient supraconducteurs, c'est-à-dire qu'en dessous d'une température critique, leur résistance électrique devenait totalement nulle. On découvrit la superfluidité de l'hélium 4. Plus tard, comme nous avons vu, plus tard on découvrit que l'hélium 3 pouvait également devenir superfluide à une température encore plus basse. On passe là des Kelvin aux millikelvin. On découvrit que l'hélium 3 liquide avait un magnétisme et une anisotropie. On découvrit l'effet Kendo, qui est l'existence d'une résistance minimale à très basse température pour certains alliages magnétiques qui ne deviennent pas supraconducteurs. On découvrit l'ordre magnétique nucléaire. On découvrit aussi la distribution angulaire, donc selon la direction, des radioactivités alpha, bêta et gamma, avec des noyaux orientés. Et on découvrit enfin la violation de la parité, de la désintégration bêta, c'est-à-dire que la désintégration ne respecte pas la symétrie par parité. Ça, ce fut considéré aussi pendant un moment comme une limite de ce qui pouvait être atteint. Mais on fit mieux encore après, donc assez récemment, avec des gaz de très faible pression, en fait vraiment très faible. On a dans une cavité d'ultravide, où on a obtenu un vide extrêmement poussé. Pour obtenir un vide poussé, on utilise des pompes, mais après, ensuite, on utilise d'autres procédés, notamment, on refroidit la cavité et les quelques molécules résiduelles viennent se coller sur les parois. Dans ces cavités d'ultravide, on peut avoir un gaz à très basse pression, tellement basse, qu'on n'a que quelques milliers d'atomes. Et ces petits nuages de quelques milliers d'atomes, on peut les refroidir avec une technique appelée refroidissement par laser. On a donc en fait un nuage d'atomes et on envoie des lasers de tous les côtés. En fait, des 6 côtés, parce qu'il y a aussi dans ce sens-là. Et la longueur d'onde de la lumière est choisie de manière à être un peu plus petite que une longueur d'onde de transition électronique de l'atome. Donc la lumière, ayant une longueur d'onde plus petite, normalement n'est pas absorbée. Maintenant, si un atome se dirige vers le laser, on a un effet Doppler, ce qui diminue sa longueur d'onde, la longueur d'onde du rayonnement qu'il peut absorber ou émettre, par effet Doppler, et à ce moment-là, il peut absorber un photon du rayonnement laser. S'il absorbe un photon, le photon transportant une certaine impulsion va pousser l'atome. Et il le pousse dans le même sens que le laser, c'est-à-dire vers le nuage central. Et donc, ces atomes qui tentent de s'échapper sont ralentis et ramenés dans le nuage. Et ainsi, on obtient progressivement une température de plus en plus basse du nuage. Quelques atomes trop rapides vont éventuellement s'échapper, le résultat étant un gaz encore plus froid. En procédant ainsi, on atteint le milliardième de Kelvin, ce qui a permis de mettre en évidence une prédiction de la mécanique quantique. Ce sont les condensats de Bose-Einstein, c'est-à-dire l'état où tous les atomes se mettent dans le même état quantique. C'est quelque chose qu'on observe avec la superfluidité, mais ici, c'est pour un gaz. Donc ils se mettent tous dans cet état. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans cet état, avant d'atteindre cet état, le gaz est totalement transparent parce qu'il est à très très faible pression, et au moment où il devient un condensat, il devient légèrement laiteux. En fait, ce qu'on appelle l'opalescence du condensat de Bose-Einstein, c'est une caractéristique de la formation de ce condensat. La création de ces condensats, à température extrêmement basse et dans un état quantique très particulier, a permis aussi diverses applications. Par exemple, de faire toute une série de tests
concernant la mécanique quantique. Cela a permis aussi d'améliorer certaines techniques de métrologie, de mesure de haute précision. Et cela a permis l'amélioration des horloges atomiques. Parce qu'en utilisant des atomes qui ne sont pas pris d'une agitation thermique frénétique, on diminue l'effet Doppler qui en résulte, donc on stabilise la fréquence de transition de ces atomes, ce qui permet d'avoir une beaucoup plus grande stabilité de la fréquence de l'horloge. Ces horloges ne sont pas encore répandues, largement répandues, elles sont en laboratoire, elles n'ont pas encore été adoptées comme standard pour la seconde, simplement parce que, justement, elles ne sont pas encore très répandues. Mais on travaille dessus, elles existent, elles vont certainement s'améliorer, être rendues plus pratiques, plus utilisables dans les laboratoires qui en auraient besoin. Voilà pour cette course aux très très basses températures, aux applications et résultats qui en ont découlé. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons nous réchauffer en repassant à un autre domaine. Nous allons parler maintenant des substances magnétiques. Les substances magnétiques, c'est-à-dire, nous parlerons du ferromagnétisme et des autres types de magnétisme, comme le ferrimagnétisme, etc. Je vous remercie.